toutes et à tous. Du coup, je me présente. Je m'appelle Rémiaïa, je suis militante insoumise du Kremlin-Bicêtre et je suis très très heureuse de vous voir chacun et chacune d'entre vous ce soir parce que je sais que les personnes qui sont là, c'est les personnes qui ont la niaque et qui ont le combat au cœur du ventre, donc c'est très important qu'on se retrouve entre nous. À chaque mois de janvier, tous les ans, on se retrouve pour parler un peu du bilan des derniers mois passés et dresser les perspectives pour l'année à venir. Et quelle année 2024, les amis, franchement. On a eu plusieurs semaines, plusieurs mois de campagne électorale, en veux-tu, en voilà, avec des élections européennes qui étaient particulièrement chargées et un bon résultat électoral pour la France insoumise. Et puis, des élections législatives, suite à une décision toujours incomprise d'Emmanuel Macron d'une dissolution de l'Assemblée nationale. En 2024, nous avons éprouvé encore plus les batailles contre l'extrême droite. Et disons-le, on a gagné avec les candidatures du Nouveau Front Populaire. Autre petit plaisir également, on a fait démissionner un Premier ministre. Comment il s'appelait déjà ? Michel Barnier. Un nom, je pense qu'on va oublier dans l'histoire, pour le coup, avec ces quelques semaines de mandat. Et comme cela fait plaisir de voir nos députés renverser la tendance à l'Assemblée nationale et de voir qu'ils continuent le combat. En passage, un petit clin d'œil à François Bayrou, qui, j'espère, ne fera pas long feu lui aussi. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir plusieurs militants et militantes pour parler de leur lutte. Je vais d'abord commencer par Catherine de la CGT. Vous le savez, à la rentrée scolaire dernière, en octobre, on a beaucoup parlé de la vente de Sanofi et du Doliprane notamment à une filiale américaine. C'est quelque chose qui est totalement inadmissible puisque quand même, lors de la crise sanitaire, s'il y a bien des choses qu'on a pu apprendre, c'est qu'on a besoin d'avoir des médicaments en France, on a besoin d'avoir de la recherche en France pour être en capacité de pouvoir se soigner et d'avoir une souveraineté de notre État par rapport à ça. Du coup, c'est avec grand plaisir que j'appelle Catherine pour pouvoir parler du combat actuel au sein de Sanofi. Bonjour, donc je suis Catherine Emery, je travaille chez Sanofi. Je suis technicienne et puis déléguée syndicale centrale pour la CGT. Aujourd'hui, j'ai mis c'est pas mon plus beau t-shirt, c'est pas celui que j'aime le plus, mais malheureusement, c'est celui qui va le moins se démoder dans ma garde-robe. Et parce que chez Sanofi, depuis des années, il y a une casse de l'emploi. De 11 sites de recherche et développement en 2008, il nous en reste plus que 2. Et cette année, la direction nous a annoncé qu'on arrêtait la dernière axe thérapeutique qu'on avait en France, qui était la recherche contre le cancer. Donc on arrête la recherche contre le cancer chez Sanofi, ce n'est pas assez rentable. On va se tourner vers des médicaments plus rentables, comme sur l'obésité, sur la dermatite atopique ou des choses comme ça qui demandent, qui sont rangées, qui sont beaucoup plus chères et que le patient va devoir payer et qui ne sont pas pris en charge la plupart du temps par les systèmes de sécurité sociale. Et nos sites industriels aussi sont... on est passé de 19 sites à... On a perdu 19 sites en 20 ans. Et là, comme le disait Rim, vous avez connu dans l'actualité donc, quand Sanofi a décidé de vendre les 130 médicaments qu'on trouve en pharmacie, ce qu'on appelle la médecine grand public, dont le Doliprane, mais il n'y a pas que le Doliprane, il y a 130 autres médicaments. Et Sanofi a décidé de le vendre même pas à un autre laboratoire, mais à un fonds américain, CDNR. Et ça va à l'opposé de la communication qui a été faite pendant la crise du Covid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Emmanuel Macron était allé sur un de nos sites à Lyon pour annoncer le retour de la fabrication du Doliprane en France pour pallier aux pénuries qu'on avait connues pendant le Covid, mais qu'on a connues tous les ans. Et il y a une très forte pénurie l'an dernier dans les officines. Et ça ne va pas aller du tout dans le sens de cette lutte contre la pénurie de médicaments. Et donc nous, chez Sanofi, nous luttons contre... pour nous, le médicament, ce n'est pas une marchandise comme une autre. On lutte pour que tout le monde puisse avoir accès aux médicaments de première nécessité. Et la CGT
a réfléchi avec Mathilde Panot et avec les députés de la LFI pour militer pour la création d'un pôle public du médicament. Et c'est pour nous la seule solution face à cette capitalisation de l'industrie pharmaceutique pour lutter contre les pénuries. Et grâce à Mathilde Panot, on a pu aller porter, mes collègues et moi avons pu aller porter notre projet à l'Assemblée nationale, pendant la commission des affaires sociales. Et nous, c'est notre combat aujourd'hui. Et si Sanofi et les autres sociétés pharmaceutiques ne veulent plus fabriquer et vendre des médicaments, eh ben, il faut que l'État et nous prenions le relais. Merci beaucoup Catherine. On va parler d'un autre sujet maintenant. Je pense que chacun et chacune d'entre vous, on a dû faire face à des problématiques de logement, puisqu'on voit qu'il y a une pénurie extrêmement importante au niveau de l'Île-de-France. Et là, pour ce faire, je vais accueillir Racha. Racha qui force l'admiration, je trouve. À 17 ans, c'est une belle femme, une grande femme pour moi, qui combat contre le mal logement, notamment vis-à-vis des enfants. Parce que pour rappel, l'UNICEF recense à peu près 42 000 enfants qui sont mal logés. Et donc, ça fait partie du combat de Racha et de son association. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne année 2025, mes meilleurs vœux, ainsi qu'une bonne santé. Je tiens à commencer cette prise de parole avec cette citation de Laisser une chambre à soi de Virginia Woolf. Les grandes œuvres naissent d'un esprit tranquille, et un esprit tranquille a besoin d'un toit. Cette citation résonne profondément dans nos esprits, car elle nous rappelle que la tranquillité d'esprit, qui est essentielle pour la création et l'épanouissement, ne peut exister sans un environnement stable et sécurisé. Un toit, un lieu où l'on se sent en sécurité, n'est pas qu'un simple abri physique. Il est la condition préalable à toute forme de développement personnel, d'épanouissement de soi, de réflexion et d'émancipation. Mais malheureusement, comme vous le savez, pour de nombreux enfants, ce toit est un rêve lointain. Le mal-logement ou encore le sans-abrisme est une réalité qui affecte chaque jour 42 000 enfants dans notre pays. Parmi ces 42 000 enfants, 3 000 d'entre eux s'apprêtent, au moment où je vous parle, à dormir dehors. Ces chiffres sont glaçants, et plus qu'un simple recensement, ce sont des vies humaines. Ces enfants sont en train de grandir dans le froid, la faim et la peur de l'inconnu. Loin d'avoir l'esprit tranquille, ils sont confrontés à la précarité, ce qui nuit profondément à leur bien-être et à leur avenir. Comment pouvons-nous prétendre offrir un avenir à nos enfants si nous leur privons déjà du droit fondamental à un toit digne? Ce sujet me touche particulièrement, car je fais partie de ces enfants qui ont vécu cette réalité. Moi aussi. Moi aussi, j'ai connu l'angoisse de ne pas savoir où je dormirai le soir, la peur de l'incertitude, de devoir chercher un toit. Souvent dans des conditions qui ne favorisent ni l'étude ni la sérénité. Cela a marqué ma vie de façon indélébile et compliqué mes rêves d'enfant. Mais malgré ces épreuves, j'ai trouvé dans ma vie d'adoption, Ivry, une lueur d'espoir. C'est là qu'interviennent plusieurs associations et collectifs. Je pense notamment au collectif des élèves sans toit qui, grâce à ces actions, telles que les goûters solidaires et de nombreuses autres mobilisations, ravivent et maintiennent la flamme de l'espoir, de l'engagement et surtout offrent à chaque enfant, chaque jeune, la possibilité de croire en un meilleur avenir. Ces actions permettent à ces enfants de trouver un semblant de stabilité, de comprendre qu'ils ne sont pas seuls, que les militants et militantes les accompagnent dans leur combat contre le mal-logement.
Je tiens également à souligner l'engagement des femmes solidaires d'Ivry-sur-Seine et du réseau Éducation sans frontières, qui œuvrent sans relâche pour améliorer les conditions de vie de celles et ceux qui sont laissés pour compte et qui combattent pour que chacun et chacune ait droit à une vie digne. Car la solidarité à Ivry se vit au quotidien. L'engagement de la jeunesse contre le mal-logement dépasse aujourd'hui la simple nécessité. Il incarne une véritable explosion de volonté, d'audace et de passion. C'est grâce aux militants et militantes d'hier qui ont lutté sans relâche pour que les voix des oubliés soient entendues, qui nous, jeunes d'aujourd'hui, pouvons à notre tour prendre le relais. Nous portons en nous cette énergie collective pour réécrire les règles et inverser les injustices enracinées. L'exemple de l'association Aucun élève sans toit, qui a été créée, illustre parfaitement cette dynamique de la part des jeunes lycéens et lycéennes. À travers ces actions concrètes et son soutien indéfectible aux personnes en situation de mal-logement, ces jeunes militants bousculent les mentalités, défient les inégalités et redonnent espoir à ceux qui sont laissés pour compte. Merci à toutes celles et ceux qui œuvrent pour l'égalité, pour le droit au logement, pour l'accès à l'éducation et pour la dignité humaine. Nous marchons sur leurs traces et continuerons ensemble de lutter pour un avenir plus juste et plus solidaire. Car, mesdames et messieurs, un logement n'est pas un luxe, c'est un droit inconditionnel. Quitter la rue, c'est retrouver la vie. Merci. Merci beaucoup Aracha. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont intéressées, il y a eu un reportage qui est sorti sur Racha, son combat, qui s'appelle Une chambre à elle, si je ne m'abuse, et qui est sorti le 23 juillet de l'année dernière. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver ça sur France TV. Autre combat également, et non des moindres, puisque ça a largement occupé les esprits depuis 1 an et demi à peu près, c'est la guerre en Palestine. Alors c'est vrai que là, on commence l'année 2025 avec une bonne nouvelle d'un cessez-le-feu qui, j'espère, pourra apaiser un tant soit peu ces derniers mois. Et pour ce faire, je vais accueillir Iman sur scène, infirmière qui s'est rendue notamment sur place pour pouvoir aider autant que faire se peut et qui va nous parler de ce combat. Bonsoir à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc je m'appelle Iman Marifi, je suis infirmière. Je le remonte, je suis très grande, je mesure 1m80. Donc je vous disais, je m'appelle Iman Marifi et j'ai eu l'honneur d'aller à Gaza fin janvier de l'année dernière. J'ai fait partie de la première mission humanitaire française à pouvoir me rendre à Gaza. Je suis l'un des nombreux humanitaires témoins directs de l'innommable d'une part. Oui, bien sûr. Donc c'est mieux ? C'est pas mieux. C'est mieux, non ? C'est pas mieux. Non, c'est pas mieux. Si, c'est mieux. Ok, d'accord. On va y arriver. Je disais, que je suis l'un des nombreux témoins directs de l'innommable, d'une part, mais surtout de la dignité et de la résilience de l'autre. C'est à la demande de nos collègues palestiniens que je suis là aujourd'hui. C'est à leur demande que je ne refuse jamais, j'accepte toujours de porter leur voix chaque fois qu'on me le propose. Donc merci beaucoup à Mathilde et merci à vous d'être là et surtout merci pour eux. Ce que je dois vous dire en tout premier lieu, et pour retirer tout doute, c'est que oui, c'est un génocide. Oui, j'ai accueilli des enfants et des femmes, des hommes aussi, mais j'ai décidé de ne plus raconter leur histoire, l'histoire des hommes que j'ai pu soigner, parce que j'ai perdu tout espoir de pouvoir les humaniser. Donc je ne parle principalement que des enfants. Je peux vous confirmer que de mes propres mains, j'ai retiré des balles dans des têtes d'enfants et dans des nuques d'enfants, dans des thorax d'enfants. Je le confirme. Je peux vous confirmer que j'ai vu des crânes fracassés avec de la matière cérébrale qui s'en échappe. Je vous le confirme. Moi, ça fait 19 ans que je suis dans les hôpitaux, 16 ans que je suis infirmière. J'ai très très vite orienté, dès le début quasiment orienté ma carrière dans des services de réanimation parce que je voulais absolument aider et travailler dans un service où on mettait tout en œuvre pour
aider un patient à se battre pour sa vie. Mais je n'imaginais pas qu'à un moment donné de ma carrière, le blocus imposé au Gazaoui m'amènerait à décider qui mérite le plus que je mène une réanimation pour lui et qui je devais décider de laisser mourir derrière un rideau. Cette recherche constante d'économie de matériel et de médicaments tue finalement plus que les bombes. En fait, je me disais constamment, est-ce que ce patient vaut la peine que je m'acharne ? Est-ce que ce patient vaut la peine que j'essaie de sauver sa vie ? Parce qu'en fait, comme vous êtes dans l'économie, que vous mettez trop de médicaments à un patient, peut-être qu'indirectement, vous faites une perte de chance pour un autre. Donc effectivement, en février de l'année dernière, quand je suis revenue et que j'en ai témoigné, j'ai tout de suite parlé de l'intention génocidaire par ce blocus. À l'invitation de M. Coquerel et de plusieurs autres députés, dont Mathilde, dont Emery, que je salue, dont Thomas Porte, et j'en oublie tellement, ils nous ont accueillis avec tellement de chaleur et d'humanité. Je les remercie, ils nous ont accueillis à l'Assemblée nationale. Et ce que je veux qu'on retienne, c'est que ce jour-là, c'était le 13 février de l'année dernière, nous avons tout de suite évoqué les chiffres. Moi, j'étais la seule humanitaire de ma délégation à travailler aux urgences tous les jours. Et si je prenais mon exemple, je peux vous assurer qu'il fallait multiplier les chiffres, et on l'a dit, par 3, par 4, voire par 5, parce qu'il y avait une déléguée du ministère de la Santé qui était là, et cette femme, son rôle, c'était de valider les dossiers pour les faire remonter au ministère, ce qui devient plus tard ce qu'on appelle les chiffres du Hamas. Et quand elle était là aux urgences et qu'elle prenait les dossiers, elle les regardait, et si le patient n'était pas mort directement, arrivé mort ou mort devant nous, d'un arrivage massif, elle ne le prenait pas en compte. Donc si un patient venait avec un bras ou une jambe en moins, qu'il a passé la nuit dans des décombres et qu'il arrive au petit matin, que 3 jours après il meurt de son infection, elle ne le prenait pas en compte dans les chiffres. Un patient qui arrive et qui meurt de son AVC ou d'une crise de diabète, il n'est pas pris en compte dans les chiffres. Donc ces chiffres-là, quand le journal The Lancet, au mois de juillet, dit 186 000 morts, ce jour-là, les chiffres officiels du Hamas sont autour de 42 000. 42 000 multipliés par 4, 5, on arrive au chiffre de The Lancet. Donc, nous avions raison. Aujourd'hui, et vous l'avez sûrement suivi, il y a un cessez-le-feu qui devrait entrer en vigueur ce dimanche. C'est encore compliqué. Évidemment, les Palestiniens le font. Nous faisons front derrière leur joie. Elle est légitime, elle est nécessaire. Ils en avaient besoin, même si personne n'est dupe. Pour moi, et ça n'engage que moi, Israël ne respectera pas les accords, comme ils ne respectent pas les résolutions de l'ONU, comme ils n'ont pas respecté le cessez-le-feu au Liban. Pourquoi le ferait-il ? Personne ne les arrête. Car moi, je m'interroge. Quelles lignes doivent-ils franchir pour qu'enfin l'Occident se réveille et rompe ses liens, notamment d'armement ? Je finirai très brièvement sur le volet répressif dont j'ai moi-même été la cible. Il suffit aujourd'hui de porter un kéfier ou peut-être même juste un pins pastèque pour être emmené au poste de police. Cette complicité de notre gouvernement, nous ne l'oublierons pas. Nous devrons même la justifier devant l'histoire, qui, elle, nous regarde effarés que nous n'ayons pas appris de notre passé. Merci. Comme dernier intervenant, du coup, je vais appeler Aboubakar Dembélé, qui est porte-parole des travailleurs à Alfortville pour Chronopost. Bonsoir à toutes et tous. Alors, nous y voilà encore une autre fois. Je pense que l'année dernière, on était au même endroit. Et alors, c'est un porte-parole de collectif des travailleurs sans papier de Vitry. J'ai mes camarades avec moi. Ça fait 36 mois, bientôt 37, que nous menons une lutte. On a occupé les piquets de grève pendant 35 mois. Les piquets ont été expulsés violemment et illégalement par la préfecture du Val-de-Marne, dont Mme Pano et toute l'équipe des LFI soutiennent. Donc cette lutte qui a démarré contre l'exploitation, pour dresser l'exploitation d'un patron voyou, c'est pas n'importe quel, un patron voyou qui est Chronopost, c'est-à-dire l'État. Chronopost qui est 100% filiale de la Poste. Et un autre patron voyou qui est DPD qui est aussi filiale de la Poste,
Et un autre patron voyou qui est dans le BTP, c'est à RSI de Gennevilliers. Nous avons démarré cette lutte, ces différentes luttes, fin octobre et fin novembre et début décembre. Tout ça en 2021. Pour demander la régularisation, ça veut dire la reconnaissance du patron, que le patron reconnaisse qu'il a exploité, qu'il donne les papiers nécessaires pour la régularisation et les dépostes Chronopost et DPD, les vrais patrons de ces entreprises, c'est l'État. Donc on est face à un État qui, en plus de fabriquer d'autres personnes en situation irrégulière, en plus de maintenir les gens en situation irrégulière, derrière les exploite. Les exploite comment? Par une sous-traitance en cascade. C'est-à-dire Chronopost et DPD font recours aux boîtes d'intérim. Boîte d'intérim qui a fabriqué une autre boîte d'intérim, parce qu'on parle des Dirigeborg propriété ou Dirigeborg multiservice, qui a créé sa propre boîte d'intérim et l'a nommée Dirigeborg intérim. Tout ça pour que la chaîne des exploitations soit longue. À un moment, on ne peut pas pointer du doigt à quelqu'un en disant « vous êtes responsable ». Donc chacun se cache derrière l'autre. Donc la préfecture, qui est l'État, a expulsé ces piquets-là. Sur quoi? Sur des bases mensongères. Hein. Et même, ils n'ont pas pris le courage en affichant l'arrêté d'expulsion. Ils l'ont publié sur un site internet. Un site internet qui n'est pas accès à tout le monde. Aujourd'hui, les piquets expulsés, on se retrouve avec 15 cartes. Ben, on leur demande, maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous avez expulsé les piquets. Allez-vous donner les papiers? Allez-vous régulariser ces personnes-là? Ces personnes-là qui se sont battues, qui ont tenu les pays pendant le Covid, lorsque tout le monde était en chômage partiel et en télétravail. Jusqu'à aujourd'hui, c'est silence radio. Alors cette attaque, ça ne vise pas que nous. Vous avez bien évidemment écouté les intervenants et les intervenantes précédents et précédentes. On est face à un État qui nous attaque tout le monde. Aujourd'hui, on a un mois d'une loi qui a été adoptée qui a été portée par l'ex-ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est ministre de la Justice aujourd'hui, une loi raciste et discriminatoire. Et aujourd'hui, on voit ses conséquences. Ces conséquences, c'est quoi? Les obligations de quitter les territoires ne sont plus un an, c'est 3 ans. Alors, ils ne vont pas les exécuter. Les gens ils vont rester là, enfermés. Ils ne pourront pas faire des aléas. Donc, ils vont rester là, ils vont travailler, ils vont cotiser, ils vont payer des impôts. Et derrière, ils ne sont même pas reconnus. On voit les conséquences négatives de ces lois-là. C'est quoi? C'est que les préfectures aujourd'hui sont inaccessibles. Que ce soit pour nous, les travailleuses et travailleurs en situation irrégulière, que ce soit pour les travailleuses et travailleurs déjà qui sont maintenant en situation régulière, c'est-à-dire les renouvellements, que ce soit les parents d'enfants français ou les conjoints français et françaises, les préfectures sont fermées. Vous avez un titre de séjour, les renouvellements, vous redevenez en sans-papier. Vous n'avez pas de papier, vous déposez un dossier, vous attendez des années, des mois et des années, il n'y a pas de réponse. Alors les attaques, on les reçoit partout. Les travailleuses et les travailleurs, nous recevons des attaques partout. Et avec l'ancien gouvernement, bien évidemment. Ils nous disent qu'il y a un nouveau gouvernement, il n'y a pas de nouveau. Il n'y a pas de nouveau. Il y a juste un Premier ministre qui a changé. Sinon, les mêmes têtes sont là. On voit très bien, Elisabeth Borne, elle est dedans. Gérald Darmanin, il est dedans. Donc on a maintenant un ministre de l'Intérieur raciste, qui est capable de tenir des propos racistes, qui dit « régularisez-moi et expulsez plus ». Nous, on lui dit la liberté, l'égalité ou l'égalité des droits ne se résume pas à ces idées racistes et fachos. Nous avons dit on va continuer à se battre pour l'égalité des droits, c'est-à-dire papier pour tous, travail pour tous, un logement pour tous et une retraite digne pour tous. Pour les faire, il faut que tous les travailleuses et tous les travailleurs s'unissent pour aller de l'avant. Parce que tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, les SMIC ne vont pas augmenter. Tant qu'il y a des travailleurs en situation irrégulière, c'est l'ensemble des conditions de travail qui va continuer à se dégrader. Alors demander qu'on travaille toutes et tous jusqu'à 64 ans, ça ne concerne pas que les travailleurs en situation irrégulière, ça nous concerne tous. Ça veut dire, on vous emprisonne au boulot, vous allez crever des ans, vous n'aurez pas le temps de profiter d'autre chose. Et c'est ces mêmes personnes qui nous disent, non, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent dans la caisse, il faut qu'ils continuent à travailler. De l'argent, il y en a, c'est une insulte à l'intelligence. Si c'est pour nous maltraiter, les travailleuses et les travailleurs, si c'est pour nous maltraiter, c'est open bar. Si c'est pour donner une solution, augmenter les SMIC, si c'est pour donner une solution, qu'on ait accès aux hôpitaux, que la population puisse se soigner librement,
Si c'est pour demander qu'on puisse circuler librement, qu'il n'y ait pas de contrôle aux faciès, maintenant on ne peut pas, on n'a pas d'effectifs. Si c'est pour mettre les personnes, les moyens humains derrière les guichets dans les préfectures, on n'a pas de moyens nécessaires. Mais si c'est pour nous maltraiter, c'est open bar. Alors un message, il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on se lève, qu'on quitte devant nos télés, qu'on dit il y en a marre, qu'on dit stop. Pour dire si ça fonctionne bien, c'est grâce à nous les travailleuses et nous les travailleurs. C'est pas grâce à ces patrons-là et ces actionnaires-là. Alors la lutte continue, on ne lâchera rien. Nous on dit c'est ça. L'égalité des droits, papier pour tous, travail pour tous, logement pour tous, retraite pour tous. Merci à vous et bonne année. J'imagine que vous attendez la star de la soirée. Mais on va un petit peu chauffer la salle avec une petite vidéo de best-of d'intervention de Mathilde avant de la voir en vrai intervenir. C'est avec émotion et fierté que je me tiens devant vous alors que j'ai eu l'honneur d'initier le premier vote à l'Assemblée nationale pour constitutionnaliser l'IVG que le mouvement Insoumis défend depuis 2011. Vous savez, c'est rare ces moments dans l'histoire politique où vous savez que vous êtes à la fois en train d'écrire l'histoire de France, mais aussi du monde. Mais c'est surtout la victoire des militantes féministes, des associations et des collectifs qui, depuis des années, voire des décennies, se battent pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Vous dormirez sous la tente ce soir dans les rues de Paris. Pour briser le mur de l'indifférence, je rappelle qu'il y a 3 personnes sans abri qui sont mortes de froid. Donc je le dis, ce soir, moi je dormirai dans ce campement, y compris pour lancer l'alerte sur cette question. Et nous le disons à ce gouvernement, il doit agir d'urgence sur cette question. Il est indigne d'avoir autant de personnes qui vivent à la rue dans un pays aussi riche que le nôtre. Mais vous vous rendez compte de ce qui se passe à Gaza, sérieusement ? Sérieusement, on parle de 160 enfants tués par jour. Mardi, à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des soignants qui revenaient de Gaza. Que nous racontait une infirmière qui en revenait? Elle nous racontait un médecin palestinien qu'elle a trouvé en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il venait de sauver la vie à une petite fille de 8 mois. Et après avoir sauvé la vie de cette petite fille, il s'est dit, mais pourquoi lui ai-je sauvé la vie? Elle a été amputée des 2 bras à cause d'une explosion dans laquelle toute sa famille est morte. Elle est seule, amputée à vie et dans l'enfer de Gaza. Il dit, peut-être que j'aurais dû laisser cette petite fille mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de ce que ça veut dire quand des soignants en arrivent à dire ça. Et je vais vous dire, maintenant ça suffit. Que la Cour pénale internationale soit considérée comme antisémite, que la Cour internationale de justice soit considérée comme antisémite, que l'ONU et son secrétaire général soient considérés comme antisémites, que le pape soit considéré comme antisémite. Je vais vous dire, ceux qui instrumentalisent l'antisémitisme pour soutenir un génocide sont ceux-là même qui font mettre un danger sur l'ensemble de nos concitoyens juifs, et je le refuserai à tout moment. Pourquoi nous avons dit cesser le feu dès le 7 octobre? Parce que nous savions ce qui allait se passer. Et ce qui est en train de se passer est un risque génocidaire avéré par la Cour internationale de justice. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Mais c'est pas la question de... Si, c'est la question qui est posée. C'est qu'il y a une attaque terroriste le 7 octobre. Et alors, que vous faites le parallèle. Lorsqu'il y a eu une attaque terroriste en France, est-ce que la France a été commettre un génocide à quelque part? Non, mais attendez, la France n'a pas fait ça. Présidente, Premier ministre, ministre, collègues. Caligula avait un cheval qu'il avait, paraît-il, nommé consul. Certes, monsieur le Premier ministre, vous n'êtes pas un cheval, mais si je vous parle de Caligula, c'est qu'il avait adopté pour devise « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Depuis cet hémicycle, je veux dire au président Macron, nous ne vous craignons pas. Bien sûr que nous engagerons la destitution du président de la République. Comme il dit non à Madame Castet, nous irons jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est-à-dire d'utiliser un article de la Constitution. Si on ne pouvait pas l'utiliser, pourquoi le mettre dans la Constitution? C'est l'article 68 qui permet la destitution du président de la République. S'il ne veut pas être destitué, il n'a qu'à respecter le résultat des urnes. Car une réforme qui frappe dans la chair des millions de gens et qui a été passée en force ne s'amende pas, ne se suspend pas, ne se gèle pas, elle s'abroge. Arrêtez de prendre nos candidats les uns après les autres et de les salir, comme si le problème était du côté du nouveau Front populaire. Nous avons un danger autour de l'extrême droite. Est-ce que vous parlez des propos sans cesse qui ont été dits par l'extrême droite? Ceux par exemple qui disent qu'on arrête de construire des mosquées, je suis OK pour les faire sauter. Vous avez parlé du candidat qui est le maire de Cholet, qui dit Hitler aurait dû tuer plus de tziganes. Mais vous ne parlez jamais ni de Céline Verzelletti, qui est une haute responsable syndicale, ni de Lies Loufoque, qui est un militant des droits des enfants, ni de Sabrina Ali Ben Ali, qui est une médecin urgentiste qui a lancé l'alerte sur l'état de l'hôpital public, etc., etc. Monsieur le Premier ministre, vous attendiez désespérément. Votre heure est venue.
et vous ne respectez rien. Ancien centriste repenti, dernier des radicalisés de la Macronie, vous voici à animer la dernière ligne de défense d'une politique sans partisans et sans avenir. La fête sera de courte durée. Vous savez très bien que l'image de Jean-Luc Mélenchon dans l'opinion n'est pas si belle. Oui, c'est quoi votre mais je suis quand même candidat? heureuse que vous le disiez vous-même de votre propre bouche que Jean-Luc Mélenchon de nouveau est un problème plutôt que vous l'écriviez sur un petit Non, mais papier. vous savez- Écoutez, à Gaza, nous parlons face à un cimetière qui foudroie toutes et tous notre humanité. Donc demain, dans la lignée de toutes les marches pour la paix que nous avons fait, nous irons marcher à 14h30 à République pour Paris et partout dans le pays pour exiger un cessez-le-feu, pour que cessent les crimes de guerre qui sont commis actuellement et qui font qu'il y a aujourd'hui plus d'enfants palestiniens qui ont été tués en 40 jours que l'ensemble des enfants tués dans tous les conflits du monde par an depuis 2019. L'heure est maintenant à la jonction des luttes du mouvement social, politique, syndical qui, semaine après semaine, en France comme dans tous les pays du monde, a manifesté vers la jeunesse. Gloire à la jeunesse de ce pays et du monde qui ne fait pas, comme aime le dire la bourgeoisie effarouchée, un cri de colère ou une indignation. Mais cette jeunesse en France et dans le monde défend notre humanité commune et nous en sommes extrêmement fiers. Plus vous nous réprimez, plus vous nous tapez dessus, plus nous sortons de l'ombre en ombre pour dire non. Nous ne laisserons pas un génocide se dérouler en silence. Vous la sentez, cette pause de rage et de fierté dans le ventre? Je vous propose de la garder pour accueillir notre présidente du groupe parlementaire, Mathilde Panot. Merci infiniment. Merci infiniment à vous. Et peut-être pour commencer, comme la politique, c'est d'abord du collectif et un collectif humain, j'ai des remerciements à faire pour la soirée que nous sommes en train de passer. D'abord, je voudrais remercier ceux qu'on voit moins dans une soirée et dans un mouvement politique et qui sont pourtant si importants et si précieux. J'ai nommé ceux qui font la logistique de cette soirée, beaucoup de notre mouvement. Donc je veux que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements à Michel Hernando, à Philippe Adnaud, à Raphaël Adnaud, qui nous font toujours des choses absolument magnifiques avec un travail colossal. Évidemment, un immense merci là aussi, parce que moi, vous me voyez beaucoup, mais ça n'existe pas là aussi sans mon équipe. Donc je veux remercier infiniment Elmi, Élise, François, Clément, Lara et Max. Je veux remercier évidemment la mairie d'Ivry pour le prêt de la salle et les élus qui sont présents. Merci Méadé Bernard qui est là pour représenter le maire d'Ivry-sur-Seine qui est actuellement au vœu du personnel. Merci au maire de Gentilly, Fatah Agoun, qui est juste là. Merci aux élus départementaux qui sont présents, Fatia Agoun, que je ne vois pas mais qui doit être juste là. Ah voilà, elle est là. Merci à Nicolas Bescon, à Frédéric Bourdon, à Naïga Steffel et à Ossine Mimi d'être présents. Merci infiniment à Rachel Keke qui nous fait l'honneur d'être là. Rachel Keke que nous attendons avec impatience de nouveau à l'Assemblée nationale, qui est une femme de combat extraordinaire et notamment qui est sortie victorieuse avec ses collègues d'une lutte de 22 mois contre Ibis Batignolles sur la question de la dignité des conditions de travail des femmes de chambre. Merci Rachel d'être là. Merci infiniment évidemment à ma suppléante Farida Chic qui est présente et qui continue le combat si important sur l'hôpital public. Merci à ceux qui vous ont fait à manger, ce que vous pourrez partager juste après avec des mains d'or de Nabil et de Pamela. Merci aux services d'ordre qui à chaque fois assurent que nos
nos événements et les différentes manifestations que nous faisons se passent bien. Vraiment un merci infini à eux, d'autant plus dans un moment où l'extrême droite est de plus en plus violente. Merci à Badis, Vincent et Emma pour le vidéo, le son, les photos. Merci beaucoup d'être là. Merci évidemment aux militants et aux camarades qui ont tout organisé, fait en sorte que cette salle soit elle aussi belle. Merci évidemment infiniment à Rim Yeya, avec qui j'ai le bonheur de militer maintenant depuis longtemps pour la présentation de cette soirée. Et un merci tout particulier aux intervenants et aux intervenantes des luttes, parce que je tiens beaucoup qu'à chaque fois que nous faisions un événement qui permet de faire aussi un compte-rendu de mandat, il y ait aussi celles et ceux qui mènent la lutte au quotidien et sur le terrain. Merci beaucoup Catherine pour la lutte de Sanofi qui continue plus que jamais pour rappeler que la santé n'est pas une marchandise, mais que c'est notre bien commun. Merci à Aboubacar Dembélé qui est juste là pour la lutte si essentielle des travailleurs sans papier de Chronopost. Et je le dis, même sans piquer, nous gagnerons cette lutte. Merci infiniment à Racha qui est impressionnante. Vous avez entendu le discours qu'elle vous a fait, qui lutte contre le mal-logement et qui surtout à 17 ans est présidente d'une association pour aider d'autres à eux aussi ne pas avoir ces problématiques-là, qui est une infatigable militante. Et merci tout particulier à Iman qui vous a raconté ce qu'elle a fait comme infirmière à Gaza. Et je veux vraiment redire ici, gloire aux soignantes et aux soignants qui ont été du côté du peuple palestinien, y compris au prix de leur vie parfois. Et je veux le dire, merci à celles et ceux de Palmed qui ont été aidés les soignants palestiniens. Et je veux redire à notre nom, à tous, que nous demandons et que nous continuons de demander la libération d'Oussam Abou Safia, qui est le directeur de l'hôpital du nord de Gaza, qui est actuellement en prison avec le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou et qui subit une torture qui inquiète toutes celles et ceux qui se battent pour les droits humains. Nous demandons sa libération comme celles et ceux de l'ensemble des soignants et des soignantes de Gaza. Merci Iman d'être là. Alors, évidemment, je veux commencer par dire que 2025 a commencé sur une note d'espoir particulièrement importante pour nous. Cette note d'espoir, mêlée à un sentiment d'amertume, c'est évidemment l'accord de cessez-le-feu qui, je l'espère, prendra effectivement opération ce dimanche. D'abord, c'est un immense soulagement de penser que les Palestiniens et les Palestiniennes de Gaza ne verront plus leur nuit hantée par le bruit des bombes et des drones, ne seront plus affamés, assoiffés comme ils le sont actuellement, sans aucun soin, sans aucun médicament. C'est un immense soulagement de penser que les familles vont retrouver les otages, et je pense notamment à nos deux compatriotes français. C'est un immense soulagement de voir les prisonniers palestiniens retrouver la liberté. Mais cet immense soulagement est mêlé à un sentiment d'amertume. Amertume que le cessez-le-feu intervienne 15 mois après le début d'un génocide. 15 mois après le premier génocide filmé de toute l'histoire de l'humanité. Avec 46 000 Palestiniens qui ont été tués officiellement, nous savons que ce chiffre est malheureusement largement sous-estimé, et des chiffres qui foudroient notre humanité. Un Palestinien tué à Gaza par l'armée de Netanyahou est un enfant. L'âge moyen des enfants qui ont été assassinés à Gaza est de 5 ans. 96% des enfants à Gaza, et c'est une ONG internationale qui le dit, ont un sentiment de mort imminente. Et Gaza compte aujourd'hui le plus grand nombre d'enfants amputés au monde par nombre d'habitants. Oui, amertume de voir qu'il a fallu 15 mois et que Gaza devienne un cimetière pour qu'enfin advienne un accord de cessez-le-feu avec, je le disais, les journalistes et les soignants qui ont été pris particulièrement en cible. Immense amertume aussi, évidemment, devant le silence complice de beaucoup des puissances dans le monde. Et je veux dire aujourd'hui que certains des États ont été à la hauteur, notamment l'Afrique du Sud, lorsqu'elle a déposé plainte devant la Cour internationale de justice. Oui, honte à Emmanuel Macron, qui n'a eu de cesse, pour cacher son inaction pour faire respecter le droit international, de criminaliser les voix pour la paix, Iman en a aussi été victime, et de réprimer celles et ceux qui portaient la voix du droit international. Honte à Emmanuel Macron, qui n'a joué aucun rôle pour faire avancer la paix et le cessez-le-feu à Gaza. L'histoire jugera sévèrement celles et ceux qui se sont tus
alors que l'humanité tout entière savait ce qui était en train de se passer. Et je suis immensément fière d'être élue à Ivry, au Kremlin-Bicêtre, à Vitry et à Gentilly, qui, bien souvent, aux côtés des Voix pour la paix, se sont mobilisés aux côtés des peuples du monde entier pour faire cesser ce génocide. Parce que c'est la mobilisation des peuples qui, partout aux côtés de leurs dirigeants qui ne faisaient pas ce qu'il fallait, qui a permis d'obtenir ce cessez-le-feu qui, je l'espère, sera durable. Oui, nous avons eu raison à chaque instant de rappeler que le génocide en cours à Gaza n'a rien à voir avec une guerre de religion, mais est une guerre coloniale menée par l'extrême droite. Oui, nous avons eu raison de rappeler à chaque instant qu'une vie vaut une vie, et cela sans aucune exception. C'est donc la mobilisation des peuples qui fait advenir ce cessez-le-feu, et cette lutte, évidemment, continue. D'abord parce que vous avez noté que depuis l'annonce de l'accord de cessez-le-feu, non seulement Smotrich et les autres, les plus extrêmes de ce gouvernement d'extrême droite, ne cessent de faire la pression pour que l'accord ne soit pas complètement validé, mais parce qu'en plus de cela, vous avez, depuis l'accord de cessez-le-feu, presque un doublement des bombardements qui se font sur Gaza. La lutte continue car le cessez-le-feu doit être évidemment durable et l'urgence est à faire rentrer l'aide humanitaire à Gaza. La lutte continue car Israël continue les violations du cessez-le-feu qui a été fait avec le Liban, avec des centaines de violations de ce cessez-le-feu qui ont été observées, notamment par la FINUL, la force des Nations Unies qui se trouve à la frontière. Car Israël continue sa politique expansionniste vis-à-vis des autres pays de la région, notamment avec l'annexion complètement illégale du Golan sur le territoire syrien. Car avec le cessez-le-feu, ne s'arrête ni la politique de colonisation, notamment en Cisjordanie, ni la politique d'apartheid que continue l'extrême droite de Netanyahou. Oui, la lutte continue car nous devons impérativement, et le plus tôt possible, obtenir la création d'un État palestinien et la reconnaissance de la France de cet État palestinien. La lutte continue et ce cessez-le-feu apparaît comme une lueur d'espoir. Et cette lueur d'espoir doit se concrétiser d'abord par une chose. Et cette chose, c'est qu'un gouvernement génocidaire, un Premier ministre génocidaire, n'a rien à faire sur une télé française, n'a rien à faire dans un gala parisien. Sa place est sur le banc des accusés devant une juridiction internationale. Oui, l'espoir renaît, et j'emprunte les mots du grand poète palestinien Mahmoud Darwish pour dire merci à toutes celles et ceux qui n'ont eu de cesse de se battre pour la paix. Mahmoud Darwish écrivait « Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance, espoir d'une vie normale, où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé dans un hôpital. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Merci infiniment à vous. Le combat continue pour que jamais la Palestine ne disparaisse. Alors, nous commençons aussi l'année avec le maintien d'un gouvernement dont la politique a pourtant été battue 3 fois dans les urnes. On se reparlera de ce gouvernement probablement comme le gouvernement de la fin de règne d'Emmanuel Macron. Et alors, la fin de règne, vous n'avez qu'à le voir. D'abord, ils ont regroupé tous les artisans du malheur passé de la France et les ont mis ensemble. Vous avez donc un Premier ministre, M. Bayrou, qui est le premier soutien et qui sera le dernier soutien de la Macronie. Et ils ont réussi l'exploit de mettre quelqu'un qui, après M. Barnier, que nous avons censuré, qui est encore plus minoritaire que M. Barnier. M. Barnier venait d'une formation politique et d'un groupe politique qui comptait 47 députés. Là, M. Bayrou, lui, est issu d'une formation politique qui compte 36 députés. Bon. Donc, ce Premier ministre est un grand démocrate. D'abord, c'est celui qui, non seulement a soutenu la réforme de la retraite à 64 ans, mais en plus a trouvé tout à fait normal et justifié
que les macronistes nous empêchent de voter lors de notre niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour où on peut choisir l'ordre du jour, sur l'abrogation de la réforme de la retraite. Parce que nous avions la majorité à l'Assemblée, comme dans le pays, pour pouvoir faire en sorte d'abroger cette réforme de la retraite. Donc ils trouvent normal qu'on nous empêche de voter en multipliant des amendements, parce qu'une niche parlementaire, ça commence à 9h, ça se termine à minuit, et à minuit, vous ne pouvez pas continuer à l'examiner. Donc, grand démocrate. C'est aussi ce grand démocrate qui avait proposé juste d'envoyer l'armée contre les gilets jaunes, qui demandait juste à pouvoir décider de notre destin commun. C'est M. Bayrou, celui aussi qui soutient depuis des années et des années l'austérité, la casse des services publics, la casse de la sécurité sociale, qui semble tout à fait indiqué pour pouvoir mener la politique que lui demande Emmanuel Macron de mener. C'est celui aussi qui a défendu la réforme de l'assurance chômage. Parce que, je cite, M. Bayrou dit que le chômage est un choix de vie. Vous apprécierez à quel point c'est vrai. C'est celui qui s'est opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, j'en reparlerai juste après. Mais, fait notable dans ce gouvernement, vous avez un Premier ministre, mais vous avez aussi 2 anciens Premiers ministres, ce qui est du jamais vu dans notre pays. Donc, ils ont fait revenir Mme Borne, 23-49-3, dont celui pour imposer la retraite à 64 ans, et la plus grande répression du plus grand mouvement social depuis 50 ans dans ce pays, celle qui maintenant est ministre de l'Éducation, qui tourne les talents quand des enseignants à Mayotte sont en train d'expliquer qu'il faut faire 5 à 10 km sous le cagnard pour avoir accès à de l'eau et à de la nourriture, et celle qui surtout assume fièrement de dire que les Français n'attendent pas d'une ministre qu'elle soit spécialiste de ces sujets. Je pense que la communauté éducative appréciera ce petit message de sa part. Donc nous avons donc une ministre non spécialiste sur l'éducation. L'éducation nationale est juste en train de s'effondrer, mais il n'y a pas de souci. Et vous comprenez mieux pourquoi, puisque M. Bayrou est celui qui a toujours défendu l'éducation et l'école privée. Et puis vous avez le retour de Manuel Valls. Alors, c'est quand même pour vous dire qu'ils ont touché le fond pour composer le gouvernement et que plus personne ne veut aller au gouvernement. C'est aussi ce qui nous fait dire que lorsque M. Bayrou tombera avec la censure, et M. Bayrou va tomber avant la fin de l'hiver, lorsque M. Bayrou tombera, vous comprenez que s'ils ont été chercher Manuel Valls, qui attend désespérément un poste depuis des années, il leur restera plus grand monde pour monter sur le radeau qui coule. Donc, il ne restera comme solution que le départ d'Emmanuel Macron. Bon, il touche le fond parce que Manuel Valls, c'est non seulement celui qui a été en Catalogne, essayer de se faire élire et puis qui a perdu les élections, s'est fait jeter d'Espagne, a dû revenir ici, c'est celui qui avait défendu la déchéance de nationalité, c'est celui qui a fait notamment la loi travail avec l'immense répression qui s'ensuivait, et puis c'est surtout celui qui a mené la politique de Hollande, qui a amené au fait que ça soit Emmanuel Macron qui derrière prenne la suite, ce qui est évidemment catastrophique. Mais alors parmi ce gouvernement, vous en avez d'autres. Déjà, 80% des ministres de ce gouvernement sont des ministres qui étaient dans d'anciens gouvernements. Donc, ils ont bien recyclé, parce que quand même, il ne faudrait pas reprendre les mêmes et recommencer. Alors, dedans, vous trouvez par exemple M. Darmanin, qui est devenu maintenant ministre de la Justice. Alors, je rappelle que Darmanin est celui qui trouve que Marine Le Pen est trop molle. Je rappelle que Darmanin est celui qui manifestait avec les syndicats factieux de police devant l'Assemblée nationale pour expliquer que le problème de la police, c'est la justice. Et M. Darmanin est maintenant ministre de la Justice, en plus d'être accusé de viol, etc. Bon. Vous avez le retour d'Aurore Berger, qui, elle, est à l'égalité femmes-hommes et qui a voulu notamment enlever les subventions aux associations féministes qui s'étaient positionnées pour défendre les femmes palestiniennes face au génocide en cours et puis qui, accessoirement, est accusée aussi d'avoir menti devant la commission d'enquête sur les crèches privées pour pouvoir les aider. Et puis surtout, vous avez M. Retailleau comme ministre de l'Intérieur. Alors, M. Retailleau, celui qui utilise l'expression pétainiste qu'on utilisait sous Vichy de français de papier, celui qui ose dire à propos des habitants des quartiers populaires qu'ils sont dans une forme de régression ethnique, et celui qui ose vanter les belles heures de la colonisation et les bienfaits de la colonisation. Celui qui, accessoirement aussi, fustige l'état de droit. Je rappelle que, normalement, il est censé être garant de l'état de droit. Bon, et il explique que c'est ni sacré ni intangible. Bon, voilà. Et puis celui qui, en ce moment même, je ne sais pas pour qui il se prend, décide que d'un coup, il s'improvise en diplomate et utilise tous les prétextes qu'il peut pour faire monter en tension la relation avec l'Algérie,
alors qu'il était complètement silencieux quand 2 gendarmes français se sont fait arrêter par des forces israéliennes à Jérusalem, sur un territoire français, et que la France s'est fait à ce moment-là humilier. Là, il n'avait absolument rien à dire. Eh bien, nous disons ici, Monsieur Retailleau, nous n'acceptons pas et nous n'accepterons jamais l'escalade dangereuse qui se passe avec l'Algérie. Parce que ici, il y a 4,5 millions de binationaux et qu'il y a des liens affectifs, des liens de respect mutuel que nous voulons avoir avec les peuples de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, nous n'accepterons jamais qu'ils essayent de faire en sorte de casser tous ces liens que nous pouvons avoir. Et Monsieur Retailleau va définitivement devoir partir parce que c'est aussi lui que nous voulons censurer en censurant le gouvernement Barnier. Alors, rien que la présence de M. Retailleau justifierait la censure. Mais hier, nous avons eu la motion de censure. Et alors, figurez-vous que la motion de censure n'est pas passée. Alors, la responsabilité en revient, bien sûr, à l'extrême droite, qui, comme à son habitude, continue de jouer l'assurance vie du système, le supplétif de la Macronie, de faire semblant qu'ils sont dans l'opposition alors qu'ils les laissent continuer de dérouler leur politique, mais aussi aux députés du Parti socialiste qui ont refusé de voter la censure que nous avions pourtant déposée avec les communistes, les écologistes et les insoumis. Alors, quel est l'argument pour la non-censure des socialistes? Le premier est assez stupéfiant. Ils expliquent que s'ils voteraient la censure, alors l'extrême droite pourrait arriver au pouvoir. Alors, je rappelle quand même que depuis 7 ans, le carburant de l'extrême droite, ceux qui font monter l'extrême droite, s'appellent les macronistes. En 2017, quand Emmanuel Macron est arrivé pour la première fois au pouvoir, il y avait 7 députés d'extrême droite élus à l'Assemblée nationale. En 2024, il y a 142 députés d'extrême droite du fait de la politique macroniste. Depuis, il y a eu la loi immigration que les macronistes ont fait avec, pour la première fois de toute l'histoire de la Ve République, une extrême droite qui a voté cette loi immigration, ce qui n'était jamais arrivé avant, et surtout avec des propositions directement issues du programme de Jean-Marie Le Pen sur la préférence nationale qui ont été mises dans cette loi. Jusqu'à M. Bayrou qui, dans son discours, cite un seul livre. Petit signal à l'extrême droite comme ça. Ce seul livre est un livre qui a été écrit par un pétainiste avec beaucoup de passages racistes à l'intérieur. Comme ça, il y a des petits signaux qui sont envoyés à l'extrême droite pour pas qu'ils le censurent. Et puis, en passant par un président qui, lui, explique tranquillement que le problème des urgences de ce pays, ce n'est pas le salaire des soignants, ce n'est pas le manque d'investissement dans l'hôpital public, non, c'est qu'il y a trop de Mamadou aux urgences. Ou encore, ce même Premier ministre, qui fait un hommage à Jean-Marie Le Pen à la suite de sa mort la semaine dernière, en déclarant que Jean-Marie Le Pen était un grand combattant et une grande figure française. Non, Monsieur Bayrou, Jean-Marie Le Pen n'était ni un combattant, ni une grande figure de la vie politique française. Jean-Marie Le Pen est un ennemi de la République. Et nous rappelons que Jean-Marie Le Pen a été condamné une trentaine de fois, qu'il a été condamné notamment pour négation de crimes contre l'humanité, pour avoir expliqué, non pas une fois, non pas 2 fois, mais à de multiples reprises, que la Shoah était un détail de l'histoire, que Jean-Marie Le Pen est celui, et nous en rappelons aussi, qui a avoué avoir pratiqué la torture en Algérie, que Jean-Marie Le Pen était un raciste patenté, qu'il parlait par exemple des personnes qui avaient le sida comme étant des personnes lépreuses, et que cette banalisation de l'extrême droite qui continue se retrouve toujours aujourd'hui. Vous n'avez qu'à voir en quoi l'extrême droite n'a jamais rompu avec les racines du début du Rassemblement national. Je rappelle que le Rassemblement national, le Front national à l'époque, a été créé par Jean-Marie Le Pen avec d'anciens Waffen-SS, avec des nostalgiques du régime de Vichy, et qu'aujourd'hui encore, on apprend par un travail extraordinaire de journalistes qui a été fait par Les Jours, que 15 députés du Rassemblement national se trouvent dans 2 groupes Facebook dans lesquels on trouve des propos racistes, d'appel au meurtre, d'appel à l'assassinat du président de la République, d'appel à exploser des mosquées, d'appel à assassiner des personnes exilées, ou par exemple, vous avez une photo d'une femme voilée qui apparaît sur le fil et des gens qui disent tranquillement « Hitler s'est trompé d'ethnie à exterminer ».
Est-ce que vous en avez entendu parler une seule fois dans les médias en continu? Je vous laisse imaginer si un député LFI avait été dans un groupe où il n'y aurait eu qu'un millième de ce qui est dit dans ces groupes dans lesquels se trouvent 15 députés du Rassemblement national. Vous en auriez entendu parler toute la journée. Là, non seulement lorsqu'on leur en parle en médias, ça leur est complètement égal, ils ne rebondissent pas dessus, ça leur est complètement égal, et pire que cela, lorsque les responsables du Rassemblement national vont dans les médias, pas une fois la question ne leur est posée. Oui, l'extrême droite est toujours raciste, toujours antisémite, toujours violente, et c'est pourquoi nous ne cesserons jamais de la combattre. Donc, le premier argument utilisé par les socialistes pour refuser la censure est quand même un peu bizarre. Parce que ceux qui font monter l'extrême droite s'appellent les macronistes, qui ne sont en rien un barrage, mais qui sont un marchepied à l'extrême droite. Et donc, mesdames et messieurs les socialistes, la première des choses à faire pour cesser que l'extrême droite monte dans ce pays, eh bien, c'est de faire tomber non seulement le gouvernement Bayrou, mais aussi le président de la République, parce que ce sont eux qui sont responsables de la montée de l'extrême droite et de sa banalisation. Quant à nous, je le dis ici, nous continuerons de tout temps, dans toutes les conditions, à être ceux qui nous opposons fermement à tous ceux qui veulent répandre le poison de la haine, à diviser le peuple, et plus que jamais, nous sommes les gardiens de l'unité du peuple français. Alors, ils ont utilisé un deuxième argument. Nous allons l'examiner aussi. Deuxième argument, ils ont obtenu des concessions remarquables de la part du gouvernement Bayrou. Alors, on va observer déjà ce qu'ils demandaient, parce que ça nous permet de savoir quelles concessions remarquables ils ont eues, parce que vous allez comprendre que du coup, on a plutôt l'impression que ce sont des compromissions remarquables qui ont été faites. Alors, au départ, vous aviez des socialistes qui, comme nous, demandaient qu'il y ait la nomination de Lucie Castet au gouvernement, puisque c'était la candidature commune que nous avons choisie pour le nouveau Front populaire. Puis ensuite, ils ont dit, bon, ok, c'est pas Lucie Castet, mais prenez une personnalité du nouveau Front populaire. Puis ensuite, ils ont dit, bon, ça peut être quelqu'un qui est en dehors du nouveau Front populaire, mais bon, si c'est par exemple un socialiste qui est contre le nouveau Front populaire, pourquoi pas? Et puis à la fin, on a François Bayrou, et puis ça convient. Bon. Alors, regardons la suite. Au départ, ils disaient comme nous, abrogation de la réforme des retraites. Puis ils ont dit ensuite, suspension de la réforme des retraites. Puis ils ont dit, si le mot suspension n'apparaît pas dans le discours de François Bayrou, alors nous censurons. Je ne sais pas si vous êtes infligé d'écouter le discours de François Bayrou, mais je ne sais pas, vous avez entendu le mot suspension? Non, mais là, les socialistes ont expliqué. Il n'a pas dit le mot suspension, mais de fait, ça veut dire suspension. Alors, qu'est-ce qui veut dire suspension? Ils ont gagné une mission flash sur la question des retraites de la part de la Cour des comptes, magnifique, et puis surtout un conclave avec les syndicats des travailleurs et du patronat. Alors le conclave, juste pour vous expliquer le terme qu'ils utilisent, conclave, c'est la réunion, vous savez, quand un pape meurt, pour réélire un pape, on fait un conclave, c'est-à-dire on met tout le monde ensemble enfermé, et puis on attend qu'il y ait un nouveau pape qui soit élu. Alors c'est tout juste s'ils ne nous disent pas qu'il faut aller allumer un cierge maintenant pour pouvoir avoir l'abrogation de la réforme de la retraite. Hein, bon, alors donc, ce fameux conclave. Mais attention, dit Bayrou, il dit, s'il n'y a pas d'accord, alors on continuera d'appliquer la réforme Borne, donc la retraite à 64 ans. Alors, comment vous dire? Dans ce conclave, il y a par exemple le MEDEF. Et je ne sais pas qui peut imaginer une seule seconde que le MEDEF soit d'accord avec le fait qu'on abandonne la retraite à 64 ans. Donc, ce que vient d'inventer Bayrou, ce que viennent d'accepter les socialistes, c'est juste un droit de veto du MEDEF, avec une réforme qui s'applique toujours, puisque je rappelle que ceux qui sont nés en 1963 partiront à la retraite à 62 ans et 9 mois, et donc ça s'applique toujours. Et en plus, ils donnent des chiffres de déficit qui sont complètement faussés. Bref, du coup, ça ne ressemble absolument à rien. Donc je redis ici ce que je redisais au gouvernement Bayrou mardi, une réforme qui touche des millions de gens dans leur chair directement, avec 15 000 personnes qui ne verront pas un jour de leur retraite, avec le passage de 62 à 64 ans. Une réforme qui a été passée en force contre toute la société, contre tous les syndicats et même contre l'Assemblée nationale, ne se discute pas, ne s'amende pas, ne se gèle pas, ne se suspend pas. Elle s'abroge. Point.
ensuite, ils nous expliquent qu'ils ont eu des avancées remarquables dans le budget. Alors, vous regardez le budget Bayrou par rapport au budget Barnier, qu'ils avaient censuré, puisque c'est comme ça que le gouvernement Barnier est tombé. Vous avez 10 à 15 milliards d'économies supplémentaires dans le budget Bayrou par rapport à celui de Barnier. On racontait déjà à la fin de l'année que le gouvernement Barnier était le gouvernement le plus austéritaire, c'est-à-dire le plus violent socialement, qu'on ait jamais vu de toute l'histoire de la Ve République. Donc vous rajoutez à ce budget le plus violent 10 à 15 milliards supplémentaires, vous voyez quelles concessions remarquables ils ont obtenues. Et surtout, quand vous regardez cela, s'ils avaient voté la censure, ou s'ils avaient juste laissé l'Assemblée nationale voter, on aurait eu exactement la même chose. Par exemple, ils parlent des 4000 postes de professeurs qu'ils voulaient supprimer. Les 4000 postes, on les a déjà gagnés en fait dans l'Assemblée. C'est un amendement de Paul Vannier, un amendement insoumis que nous avions fait voter à l'Assemblée. Ça, c'est la première chose. De même, quand vous regardez la fin du remboursement des médicaments, ça aussi, on l'avait gagné dans le vote qui s'était fait à l'Assemblée. Et puis, juste sur les retraites, nous allons gagner l'abrogation de la réforme des retraites par une façon très simple. Pas en faisant un conclave, pas en faisant je ne sais quoi, juste en laissant l'Assemblée nationale voter. Parce que je rappelle que l'abrogation de la retraite à 64 ans a gagné ultra majoritairement les élections législatives anticipées. Voilà la réalité. Nous avons gagné le droit d'abroger cette réforme qui n'a jamais été votée ni par l'Assemblée ni par vous. Ça s'est vu aux dernières élections législatives. Alors, le Parti socialiste se range aujourd'hui du côté du problème, du côté d'Emmanuel Macron. Et je veux rappeler quelle était la première phase du programme de gouvernement commun que nous avions fait avec le nouveau Front populaire. La première phrase de ce programme disait « Le nouveau Front populaire rassemble des femmes et des hommes qui s'unissent pour construire un programme de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. » Voilà, de rupture avec la politique d'Emmanuel Macron. Et il se trouve que Olivier Faure devrait peut-être réfléchir à ce qu'il a dit il y a juste 6 mois. Je ne vous parle pas d'il y a 10 ans, je ne vous parle pas d'il y a 15 ans, je vous parle juste d'il y a 6 mois. Il y a 6 mois, c'était en août, il était à Blois. Olivier Faure disait à l'époque « Si Macron vous appelle les uns et les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour le SMIC. » Ça, ils ne l'ont même pas eu. Que vous pouvez faire un petit quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du nouveau Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité de gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité et que c'est à eux de gouverner. Voilà, disait Olivier Faure à l'époque, ce que nous n'accepterons jamais, parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais. Donc vous remarquerez que Faure d'il y a 6 mois devrait... Faure d'il y a maintenant devrait réécouter le Faure d'il y a 6 mois parce qu'il n'y a rien à voir entre les deux et qu'en l'absence du vote de confiance, ce qui se fait dans toutes les démocraties. Dans toutes les démocraties, vous avez un gouvernement qui est nommé, qui n'est pas juste le fait du prince d'Emmanuel Macron qui décide que ça sera tel Premier ministre en contradiction totale avec le résultat des urnes. C'est l'Assemblée nationale devant laquelle ils doivent se présenter. Et qu'en l'absence de vote de confiance, la motion de censure que nous avons présentée hier avec les écologistes et les communistes tenait lieu de savoir qui était en soutien et dans la majorité de ce gouvernement et qui était dans l'opposition. Et je vais vous dire, à ceux qui nous disent que nous serions en train de défendre la personne de Jean-Luc Mélenchon, que nous serions beaucoup trop intransigeants, que nous serions en train de vouloir être la gauche du tout ou du rien, eh bien, vous avez Olivier Faure et le Parti socialiste qui vient d'inventer une nouvelle gauche, c'est-à-dire la gauche qui négocie pour avoir absolument rien. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et nous, nous sommes en train de défendre un principe. Et je crois que les macronistes détestent tellement ce principe qu'ils ne souffrent même pas qu'on puisse le défendre une fois. Ce principe s'appelle la démocratie. Lorsque nous refusons d'aller voir Emmanuel Macron pour négocier sur un Premier ministre alors qu'il refuse de nommer quelqu'un du nouveau Front populaire, nous défendons la démocratie. Lorsque nous refusons d'aller voir M. Bayrou pour savoir qui de chez nous ou de je ne sais où il pourrait nommer comme ministre alors qu'il va appliquer une politique contraire au programme du nouveau Front populaire, nous défendons la démocratie. Lorsque nous exigeons que le gouvernement se présente devant le Parlement
avant de ne faire je ne sais quel coin de table de négociation, là aussi nous défendons la démocratie. Parce qu'en République, il n'y a qu'un seul souverain, et ce souverain s'appelle le peuple. Et la République déteste tous les monarques et n'en accepte aucun. Voilà pourquoi, en votant la motion de censure présentée avec les communistes et les écologistes, et je veux saluer les 8 députés socialistes qui, fidèles à l'engagement qu'ils avaient pris, qui ont, eux, voté cette motion de censure. Voilà pourquoi, faisant cela, nous avons sauvé le nouveau Front populaire. Car le nouveau Front populaire sera toujours l'alternative à Emmanuel Macron. Nous sommes l'opposition à Emmanuel Macron et nous en sommes fiers. Dans une démocratie, il y a besoin d'avoir une opposition. Et cette opposition est l'alternative que nous offrons au pays pour en finir avec 7 ans de malheur de Macronie. Oui, je peux vous assurer ce soir que nous n'irons pas nous vendre pour des postes et que nous resterons fidèles au programme de rupture du nouveau Front populaire et à la parole donnée aux électeurs et aux électrices en juin et en juillet dernier. Tout comme nous resterons fidèles au serment qui a été fait le 8 juin 2023 par, à l'époque, le groupe Insoumis, le groupe écologiste, le groupe communiste et le groupe socialiste qui, le 8 juin 2023, avaient fait un serment commun pour dire que nous mettrions tout ce que nous pouvions faire, tout, sans aucune exception, pour mettre fin à la retraite à 64 ans et que nous nous battrions toujours pour revenir à la retraite à 60 ans. Nous serons fidèles à cette promesse que nous avons faite. Oui, un autre monde est toujours possible et nous devons le faire advenir rapidement car Macron et sa clique nous font perdre du temps. Oui, il y a impérativement besoin qu'enfin dans ce pays on partage les richesses, on augmente les salaires, on augmente les minima sociaux, on augmente les pensions pour que chacun et chacune puisse vivre dignement. Oui, il est nécessaire dans ce pays qu'enfin on investisse dans les services publics, qu'enfin, par exemple, pour les enfants en situation de handicap, nous faisions en sorte que les accompagnantes d'élèves en situation de handicap puissent enfin être titularisées, bien payées, bien formées. Car 7 ans de pouvoir d'Emmanuel Macron a mis le pays à terre. Nous avons appris cette semaine qu'un nouveau record de dividendes avait été battu. 100 milliards d'euros distribués en 2024 aux actionnaires du CAC 40. Depuis 2017, les 500 plus grandes fortunes françaises ont vu leur fortune et leur patrimoine multipliés par 2. Et pendant ce temps-là, vous avez la faim qui réaugmente dans ce pays. Et je veux particulièrement saluer les associations et leurs bénévoles, leurs salariés aussi évidemment, qui font tenir ce pays debout alors qu'une personne sur 3 dans ce pays se prive régulièrement de repas pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et je le dis particulièrement ici à Ivry et dans le Val-de-Marne, alors que le département de droite a décidé de retirer 66 000 € de subventions au Secours populaire français. Gloire au Secours populaire et à l'ensemble des associations qui tiennent les gens debout. Oui, il est impératif d'en finir avec ce monde de malheur quand on voit le nombre d'emplois qui doivent être détruits cette année, quand on voit les plans de licenciement massifs, mais aussi les plans de licenciement silencieux. Avez-vous vu ces 66 000 records de défaillance d'entreprises dont l'immense majorité sont moins de 11 salariés et l'immense majorité d'entre elles même moins de 3 salariés, c'est-à-dire ici une petite boulangerie, là-bas un petit restaurant. Voilà ce plan de licenciement silencieux qui s'abat sur le pays. Et je veux alerter votre attention, je ne cesse d'en parler dans les médias, mais là aussi, ça ne les intéresse pas, sur un signal qui est un signal extrêmement fort dans un pays comme le nôtre. Dans la 7e puissance économique au monde, le scorbut est revenu. Le scorbut, c'est cette maladie qui touche aujourd'hui par centaines des enfants, qui est liée au manque de vitamine C. Le scorbut existait à l'époque chez les marins. Parce que ça arrive lorsque, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous n'avez mangé aucun produit frais, aucun légume, aucun fruit. Eh bien, le scorbut revient dans notre pays. Et cette maladie est éminemment politique. Cette maladie liée à la pauvreté et à la précarité alimentaire est le symbole extrême de ce qu'a fait devenir le pays Emmanuel Macron. Eh bien, je le dis ici, nous n'arrêterons jamais de nous battre pour le partage des richesses,
Car dans la 7e puissance économique au monde, tout le monde peut vivre dignement et nous l'avons prouvé dans la bataille du budget que nous avons faite. Voilà pourquoi, en 2025, notre tâche prioritaire est de faire partir Emmanuel Macron. D'autant que, je le disais, nous n'avons plus le temps d'attendre, notamment sur le plus grand enjeu du XXIe siècle, qu'est la crise écologique et le dérèglement climatique. 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée de toute l'histoire de l'humanité. L'inaction climatique tue. La preuve à Mayotte, la preuve à Valencia en Espagne, la preuve à Los Angeles aux États-Unis. Oui, nous organiserons la bifurcation des modes de production et de consommation pour enfin être à la hauteur de ce défi et pour préserver le seul écosystème compatible avec la vie humaine. Voilà pourquoi, là aussi, nous devons faire partir Emmanuel Macron, qui a été condamné 2 fois pour inaction climatique. De même, il y a urgence à faire en sorte que la France retrouve une voie à l'international, une voie indépendante au service de la paix. Emmanuel Macron nous fait honte à l'international. Je parlais évidemment du soutien au gouvernement génocidaire, là, exprimé totalement honnêtement par la présidente de l'Assemblée nationale macroniste, mais aussi d'avoir laissé, par exemple, le Liban se faire envahir. Emmanuel Macron nous fait honte quand il parle du peuple haïtien en les traitant de cons, alors que la France a une dette historique envers Haïti et son peuple, envers la première république noire de toute l'histoire de l'humanité. Il nous fait honte quand il dit aux chefs d'État africains qu'ils ont oublié de dire merci et qu'ils ne seraient pas souverains sans la France, avec une très belle réponse de Ousmane Sonko, Premier ministre du Sénégal, qui lui a rappelé que sans les tirailleurs dits sénégalais, je dis dits sénégalais parce qu'il y a des Sénégalais et beaucoup d'autres nationalités, la France pourrait parler allemand. Oui, Emmanuel Macron nous fait honte à l'international. Et plus que jamais, la France doit retrouver une voie indépendante au service de la paix. Nous y arriverons car je crois que tout le monde comprend dans ce pays que la France a un problème et que ce problème s'appelle Emmanuel Macron. Alors, oui, Emmanuel Macron est l'unique responsable de ce chaos. Je rappelle que Emmanuel Macron est celui qui a décidé d'une dissolution sur demande du Rassemblement national en espérant Bardella à Matignon. Et que, maintenant que la clarification politique a eu lieu, avec la victoire du nouveau Front populaire, c'est celui qui refuse de se plier aux résultats des urnes et qui refuse de se plier à la démocratie. Oui, Emmanuel Macron est le problème, et quand Bayrou finira par tomber, et je vous assure qu'il finira par tomber, et peut-être plus rapidement que ce que nous pensons, il s'agit peut-être de 2 ou 3 semaines, puisque c'est à peu près là que le budget arrivera, le monarque Macron tombera juste après. Il n'est pas sérieux de vivre dans un pays avec un gouvernement qui change tous les 2 mois. Et vous imaginez bien qu'il est quand même difficile, puisqu'il reste 30 mois de mandat à Emmanuel Macron, de tenir avec 10 Barnier ou Bayrou, c'est à peu près ça, s'ils tiennent tous les 2 mois, tous les 3 mois, et que donc il n'y arrivera pas. Et que, là encore, s'il y a une présidentielle anticipée, puisque notre tâche est de faire partir Emmanuel Macron, il y aura 20 à 35 jours maximum pour organiser une présidentielle anticipée. Je le dis pour que chacun réalise à quel point nous devons, dans cette année, être prêts à tout moment à pouvoir de nouveau par les urnes trancher sur l'avenir que nous voulons. Et cette fois-ci, cette élection, il ne pourra pas nous la voler. Donc chacun et chacune ici doit soi-même et autour de lui vérifier les inscriptions sur les listes électorales, parce qu'à partir du moment où Macron partira, alors le temps ira extrêmement vite pour faire en sorte que tout le monde puisse exprimer sa voix. Oui, nous y arriverons, car nous avons la force de tout changer. Et j'aimerais que, face à tous ceux qui vous expliquent que c'est impossible, que non seulement Emmanuel Macron ne partira jamais, mais que de toute façon nous perdrions face à l'extrême droite, ce qui est, je crois, absolument faux. Rappelez-vous toujours de ce qui s'est passé en juin et en juillet dernier, où là aussi on nous expliquait, dans 27 sondages, tous sans aucune exception, que l'extrême droite arriverait en tête. Eh bien, grâce à une mobilisation extraordinaire, non seulement l'extrême droite n'est pas arrivée en tête, mais elle est arrivée 3e du scrutin. Et c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en premier.
D'autant que ceux qui ont sauvé la République de l'extrême droite en juillet sont les habitants des villes et des quartiers populaires, sont les militants associatifs, syndicaux, politiques, sont la jeunesse de ce pays, mais aussi les habitants des Outre-mer. Et que j'ai une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron et ses amis riches, nous sommes plus nombreux qu'eux. Voilà ce que nous avons prouvé dans les élections législatives anticipées, nous sommes plus nombreux qu'eux. Alors que 60% des gens souhaitent la démission d'Emmanuel Macron, je n'ai qu'un vœu à faire pour cette année et une seule revendication pour le président de la République, démission. Alors, avec la fin de la Macronie, nous voulons aussi en finir avec cette 5e République qui prive à chaque moment le peuple de pouvoir choisir son destin. Oui, avec le départ de Macron, nous voulons faire advenir la 6e République. Nous voulons faire advenir le référendum d'initiative citoyenne, le référendum révocatoire, la possibilité de mettre des communs dans la Constitution, bref, la possibilité de retrouver le pouvoir au peuple. Oui, vive la 6e République, et nous y arriverons car aujourd'hui est un jour tout spécifique. Aujourd'hui, nous célébrons les 50 ans de la loi Veil, cette loi qui a permis de légaliser l'avortement dans ce pays. Ceci doit nous rappeler qu'à chaque moment, lorsque nous parlons de politique, nous parlons de questions de vie ou de mort. Lorsqu'en Pologne, l'avortement est interdit, c'est 6 femmes qui sont mortes depuis la quasi-interdiction de l'avortement, du fait de ne pas pouvoir avorter dans des bonnes conditions. C'est au Texas, un nombre de mortalité infantile qui a explosé du fait des maladies congénitales puisqu'on force les femmes à aller au bout de grossesse. C'est en France, avant la loi Veil, des femmes qui, elles aussi, mouraient d'avortements non sécurisés, mais aussi des femmes qui ont subi la guillotine pour aide à l'avortement, comme c'est le cas de Marie-Louise Giraud en 1943. Oui, c'est une question de vie ou de mort. Et surtout, ce que doit nous rappeler cette journée, c'est que derrière une loi, il y a toujours une foule. Une foule de personnes connues ou inconnues. Je pense évidemment aux militantes du MLAC, aux militantes de Choisir, à Gisèle Halimi, à Simone de Beauvoir, à Simone Veil et à beaucoup d'autres qui se sont battus pour que cette loi advienne. Oui, ce que nous devons retenir de cette journée, c'est que lorsque le nombre s'y met, lorsque la mobilisation populaire se met en branle, alors nous arrivons à changer des choses extraordinaires. Je suis fière que ce soit le mouvement Insoumis qui, le premier, a fait voter à l'Assemblée nationale la constitutionnalisation du droit à l'avortement pour le garantir. La France est devenue ainsi le premier pays au monde. C'est pas tout à fait vrai parce qu'il y avait eu la Yougoslavie quand même avant, je le dis pour qu'on le retienne. Le premier pays au monde à inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Et je veux saluer particulièrement le planning familial, Sarah Durocher, qui est ici présente comme sa présidente, pour le rôle déterminant qui a été joué dans cette victoire, qui là aussi aide le monde tout entier. Je le dis d'autant plus que les attaques contre le droit à l'avortement continuent dans ce pays et que la lutte continue plus que jamais. Il y a toujours une femme sur 4 qui doit changer de département pour pouvoir disposer de son corps. Il y a toujours, et très régulièrement, et de plus en plus régulièrement, des attaques de l'extrême droite contre les centres du planning familial. Et une chose extraordinaire s'est passée dans cette bataille que nous avions gagnée. Nous ne devions pas gagner cette bataille de la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Pourquoi ? Parce que le Sénat était contre. Et que pour inscrire quelque chose dans la Constitution, vous devez voter dans les mêmes termes, à la fois à l'Assemblée et à la fois au Sénat. Et que s'est-il passé ? Eh bien, les sénateurs ont vu d'un coup, au moment où cela arrivait, leurs filles, leurs petites-filles, leurs nièces arriver, et qui leur ont dit « Papa, tonton, grand-père, si tu ne votes pas la constitutionnalisation de l'avortement, alors je ne viendrai plus à Noël, je ne viendrai plus jamais te voir. » Et du coup, les sénateurs ont changé leur vote sous la pression de cette mobilisation citoyenne extraordinaire qui s'est faite partout dans le pays. Et je le dis parce que si vous regardez les travaux de Tibéri, qui a fait tout un livre pour montrer que la France ne se droitisait pas, contrairement à ce qu'on nous raconte à tout va. Il parle de socialisation qui change dans le pays. Pendant très longtemps, c'était les adultes qui expliquaient aux enfants ce qu'il fallait penser, comment il fallait penser, etc. Et de plus en plus, on voit dans ce pays
Une jeunesse qui parle à ses grands-parents, qui parle à ses parents et qui leur fait changer d'avis sur beaucoup de choses dans ce pays. Et lorsque vous voyez que la jeunesse, pour son immense partie, vote pour Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections présidentielles, vote pour le nouveau Front populaire, la France a un bel avenir devant soi. Vous n'avez qu'à regarder Racha, 17 ans, présidente d'une association. Oui, nous sommes plus nombreux qu'eux. Et j'ai retrouvé pour vous un texte qui, étrangement, date d'il y a longtemps, mais me fait penser à un certain Emmanuel Macron. Je vous lis ce que disait Victor Hugo dans un roman qui s'appelle Claude Gueux, paru en 1834. C'était un de ces hommes qui n'ont rien de vibrant ni d'élastique, qui sont composés de molécules inertes, qui ne résonnent au choc d'aucune idée, au contact d'aucun sentiment, qui ont des colères glacées, des haines mornes, des emportements sans émotion. La ligne principale, la ligne diagonale du caractère de cet homme, c'était la ténacité. Il était fier d'être tenace et se comparait à Napoléon. Ceci n'est qu'une illusion d'optique. Il y a nombre de gens qui en sont dupes et qui, à certaines distances, prennent la ténacité pour de la volonté et une chandelle pour une étoile. Quand cet homme donc avait une fois ajusté ce qu'il appelait sa volonté à une chose absurde, il allait tête haute et se trouvait à travers toute broussaille jusqu'au bout de la chose absurde. Cela va loin. En général, quand une catastrophe privée ou publique s'est écroulée sur nous, si nous examinons, d'après les décombres qui en gisent à terre, de quelle façon elle s'est échafaudée, nous trouvons presque toujours qu'elle a été l'aveuglement construite par un homme médiocre et obstiné qui avait foi en lui et qui s'admirait. Alors, pour 2025, je vous souhaite à chacun et à chacune d'entre vous beaucoup de joie, beaucoup d'amour, des luttes collectives, des victoires et surtout de tenir bon. De tenir bon car en 2025, pour empêcher la catastrophe, nous ferons partir Macron, cet homme médiocre et obstiné, car le pays ne peut plus et ne veut plus de sa politique. Alors, courage les amis, excellente année à vous, nous vaincrons.